chez les patients diabétiques. Sinon, par l'interrogatoire, c'est facile d'éliminer ou de retenir les erreurs diététiques, les erreurs de régime, les erreurs thérapeutiques, et mais aussi la présence ou la pratique ou non d'une activité physique. Donc, pour notre patient, si Ahmad il prend correctement ses comprimés, il est bien observant pour le régime et il fait régulièrement son activité physique. Donc, on peut facilement éliminer et rapidement éliminer ces causes de déséquilibre de diabète. Autre cause de déséquilibre de diabète qu'il ne faut pas omettre, c'est la notion de prise médicamenteuse. Généralement, beaucoup de diabétiques qui sont suivis chez le rhumato, en médecine interne pour des arthralgies, pour n'importe quel autre problème. Donc, ils peuvent être candidats à un traitement par les corticoïdes qui sont bien connus par leur effet hyperglycémiant. Et donc, le malade, est-ce que vous avez donc consulté un médecin, est-ce que vous avez donc pris un médicament à base de corticoïdes qui peut tout simplement expliquer le déséquilibre de diabète. Donc, pour notre patient, il n'y a pas d'autre prise médicamenteuse. En fait, donc, pourquoi tous ces efforts qu'on doit fournir pour assurer un bon équilibre chez notre patient? Pourquoi il faut absolument équilibrer le diabète? Parce que toutes les données de la littérature, ils ont très bien démontré que le risque de survenue de complications chroniques de diabète, il augmente en parallèle de façon statistiquement significative avec les taux d'hémoglobine glyquée. C'est pour cela qu'on doit toujours s'attaquer à cette hémoglobine glyquée et on doit toujours la ramener aux objectifs. Donc, l'UTAPBS, qui est une étude leader, elle a bien démontré que les taux d'hémoglobine glyquée sont surtout corrélés au risque de complications microvasculaires. Je m'arrête à microvasculaire, la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique et la neuropathie diabétique, et à un degré moindre, l'infarctus du myocarde, mais ça reste toujours aussi corrélé aux complications macrovasculaires. Et donc, en fait, on ne se contente pas d'être efficace à n'importe quel moment de l'évolution de diabète, mais il faut savoir que plus on est précoce dans le déséquilibre de diabète, plus on est efficace sur la prévention des complications cardiovasculaires. En fait, l'étude UKBDS, c'est dire, donc, des patients, deux groupes de patients, des patients qui sont sous traitement habituel, équilibre habituel, ou un groupe qui est sous traitement intensif avec les objectifs glycémiques, avec un diabète bien équilibré. Et qu'est-ce qu'ils ont démontré? Ils ont démontré donc qu'après la fin vous voyez en 97, lorsque l'étude, ils ont terminé l'étude, ils ont bien sûr démontré que le bras intensif et que les patients qui sont très bien équilibrés, donc, ils ont bien évidemment un risque de complications chroniques de diabète qui est nettement moins important que les autres patients. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils ont donc recruté les patients de nouveau après 10 ans, presque en 2007. Les malades وقالوا خلينا نشوفوا شنو صار فيهم les malades اللي حطيناهم bien équilibrés en 97 شنو اللي صار فيهم. Et donc ils ont trouvé que ces patients là ils ont malgré les بعد خرجوا من l'étude وبدلوا le traitement تاعهم l'équilibre du diabète certainement donc il n'était pas intensif tout le temps, mais ces patients ils gardaient toujours un risque nettement moins important de maladies cardiovasculaires et de complications microvasculaires de diabète. C'est dire la notion de mémoire glycémique. Donc la cellule, elle a une mémoire glycémique. وقت اللي patient يجي وهو عنده des années en hyperglycémie chronique, donc راهو ce qui fait effet معناتها هيكوما les années هيكوما حتى يمكن احنا on va l'équilibrer. C'est vrai qu'on va essayer bien sûr d'améliorer le pronostic et on va diminuer, on va prévenir les complications qui ne sont pas encore là, mais la notion de mémoire glycémique elle est là, et donc هيكوما les 10 ans راهم بحسبهم, donc ils sont comptés. Ou ديما un patient qui est bien équilibré dans le diagnostic de diabète a un pronostic meilleur qu'un patient qui a 10 ans déséquilibré ou بعد جا ولي bien équilibré. فهمتوا كيفاش donc la notion.
Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment être très précoce et être à temps dans la prise en charge du diabète dès le diagnostic du diabète. وتشوفوا بعد شوية مش حتى الديagnostic حتى من قبل الديagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer pour Monsieur Ahmed? Donc je vous rappelle, donc les 52 ans, diabétique depuis 6 ans, voilà le traitement qu'il prenait. Donc je vais pour atteindre ces objectifs-là et pour prévenir les complications microvasculaires. Je vous rappelle, il y a une rétinopathie diabétique, la fonction rénale est normale, donc il n'a pas de néphropathie diabétique, il n'a pas de maladie cardiovasculaire, donc vous allez essayer de prévenir toutes ces complications. La dose, elle est Voilà, très bien. أول حاجة نشوف أنا le protocole thérapeutique que prenait c'est Ahmed. Donc il prend la metformine 2000 mg, donc c'est la pleine dose, et le diamicro qui est un sulfamide, donc un insulinosécrétaire, il est en pleine dose, il a 120 mg. Donc شنو تحب تجي من زيد par exemple باش توصل بيه ل 7%. Trithérapie. Donc tu vas associer un autre médicament. شنو l'autre médicament par exemple? D'abord tu as fait trithérapie, il n'y a pas de trithérapie. Glucor. Est-ce qu'avec le glucor, on peut passer de 9,7% à cette technique? Non. On serait loin des objectifs avec le glucor. Il améliore peut-être, il peut améliorer, oui, mais ça ne peut pas vraiment ramener votre patient aux objectifs, sachant que sa glycémie postprandiale, il est à 3,40 g. Donc vraiment, il est très loin des objectifs. Et donc, le glucor ne va pas pouvoir améliorer les choses. Et donc, qu'est-ce qui reste? Voilà, l'insulinothérapie. Donc, si on va indiquer l'insulinothérapie, on doit se poser 3 questions. Quand doit-on prescrire l'insulinothérapie chez nos patients diabétiques? Est-ce que est-ce qu'on dit l'insuline pénique? Est-ce que donc quel est le bon moment de prescrire l'insuline? Pourquoi prescrire de l'insuline? Est-ce qu'on met d'autres molécules qui peuvent faire l'affaire au lieu de l'insuline? Et comment va-t-on donc prescrire ce traitement? Donc, concernant les indications de l'insulinothérapie chez le diabétique de type 2, en fait, les indications de l'insuline sont de 2 types. Donc, on a l'insulinothérapie transitoire et l'insulinothérapie définitive. Donc, je m'en ai insulinothérapie transitoire, c'est-à-dire qu'on va arrêter les adios, on va mettre notre patient de façon transitoire sous insuline, puis reprendre les adios une autre fois. Et là, il y en a certaines circonstances et situations cliniques qui peuvent donc indiquer l'insulinothérapie transitoire. Il y a surtout les situations d'urgence, la décompensation acétocidusique, le coma hyperosmolaire, une infection sévère, un accident ischémique aigu, les IDM ou les AVC récents. Donc, en cas d'accident ischémique aigu ou un tableau infectieux sévère, on doit mettre notre patient sous insuline. Et s'il n'y a pas d'indication à l'insulinothérapie définitive, serait donc l'insulinothérapie transitoire et vous pouvez reprendre les ADO après un certain moment. Il ne faut pas bien sûr oublier la grossesse. Donc la grossesse est une indication très fréquente chez nos femmes jeunes diabétiques de type 2. Il faut les éduquer qu'au moment où elles voient une bêta-HCG positive, elles doivent consulter son médecin traitant pour switcher les ADO par l'insuline. Sinon, si on n'est pas dans le cadre des indications transitoires de l'insuline, on serait donc dans le cas de l'insulinothérapie définitive. Et quand est-ce qu'on doit prescrire de façon définitive l'insuline? 2 cas de figure. Soit que votre patient présente une contre-indication de l'insuline, dans les antidiabétiques oraux, donc en cas d'insuffisance rénale terminale, en cas d'insuffisance hépatocellulaire ou une insuffisance cardiaque avancée. Donc on ne peut pas prescrire les sulfamides ou bien le glucophage vu leur risque que vous avez vu certainement hier.
Sinon, lorsque votre patient il est au stade d'insulinopénie ou d'insulinonécessitance ou d'insulinorécurrence, d'accord? Donc, toutes ces appellations, ça, on les préconise pour les patients qui persistent déséquilibrés sous dose maximale d'antidiabétiques oraux en absence d'autres facteurs qui peuvent déséquilibrer le diabète. Qui dans le cas de Si Ahmed, on a éliminé tous les autres facteurs auxquels on peut agir et on ne trouve rien. Et notre patient, il est sous dose maximale d'ADO. Dans ce cas-là, on est bien dans le cadre d'une insulinothérapie qui serait chez lui, comment il est, Si Ahmed. Voilà, ça serait une insulinothérapie définitive. Donc, Si Ahmed, donc il est déséquilibré sous dose maximale d'ADO. Il n'y a pas d'autres facteurs auxquels on peut agir. Et en plus, il y a un élément important qui est l'amaigrissement. Donc, c'est pour cela que la prise du poids elle est systématique pour les patients diabétiques pour pouvoir donc suivre l'évolution pondérale. Et il faut savoir que l'amaigrissement, c'est un signe d'insulinopénie. Et donc, c'est un signe de carence en insuline qui nécessite ou qui indique une insulinothérapie définitive. En fait, pour essayer de savoir quand est-ce qu'on doit prescrire de l'insuline, cette diapositive, donc, je l'aime beaucoup parce que c'est une diapositive qui nous d'accord? Donc, c'est pour dire que le diabète n'est pas une maladie qui prend naissance le jour du diagnostic. D'accord? Donc, le diabète, c'est une maladie évolutive. D'accord? Et donc, c'est une maladie qui se caractérise par une aggravation progressive de la sécrétion d'insuline secondaire à un déclin de la cellule bêta-pancréatique et que cette évolutivité date déjà des années avant le diagnostic. Il faut savoir que, l'année 0, c'est le moment du diagnostic du diabète. Mais il faut savoir que le jour où votre patient vous apporte une glycémie pathologique, ou voilà, vous êtes diabétique et tu as le diabète de type 2, il faut savoir que déjà votre patient, il a au moins 10 ans auparavant qu'il a commencé à altérer sa cellule bêta-pancréatique et qu'il a commencé à altérer la sécrétion d'insuline. D'accord? C'est pour cela que la glycémie à jeun pathologique elle est précédée de 6 ans à peu près de glycémie postprandiale altérée. On parle toujours de l'intérêt du dépistage du diabète et de l'intérêt chez les patients qui sont à risque de développer un diabète type 2, surtout les patients qui ont des antécédents familiaux de diabète de type 2. Il faut vraiment fournir de l'effort à les rechercher et à les dépister par les glycémies à jeun AKO, mais aussi par la GPO75. Pourquoi? C'est pour mettre en évidence cette glycémie postprandiale altérée. Il est donc, les sociétés savantes américaines, on les appelle le stade de pré-diabète. On prend en charge des diabétiques ou au stade de pré-diabète, mouche au stade de diabète. D'accord? Ça nous permet d'être efficaces, d'être plus efficaces chez nos patients diabétiques. Parce que le diabétique, avant qu'il ait une glycémie à jeun pathologique, quelques années auparavant, jusqu'à 10 ans, qu'il a des troubles de la tolérance glucidique, qu'il faut vraiment s'acharner à les rechercher. Et donc, au moment du diagnostic du diabète, déjà votre patient, il a 50% de réduction de la sécrétion d'insuline. D'accord? Au moment du diagnostic du diabète, déjà 50% de la sécrétion d'insuline, donc il a donc 50% de la sécrétion physiologique, bien sûr, par rapport à un sujet normal. Donc, cette altération, cette diminution de la sécrétion d'insuline chez votre patient, bien sûr, elle va progresser au fil des années, elle va s'aggraver petit à petit pour arriver généralement après 10 ans d'évolution du diabète vers le stade d'insulinonécessitance ou d'insulinorécurrence. À ce moment, on a à peu près
75% de la réduction de la sécrétion d'insuline. Alors, je trouve que le tableau il est très important à en parler chez vos patients. Donc, sous insuline, le patient ne va pas refuser et ne va pas s'étonner.